Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, Parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serpent du jus de pomme, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, et plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre, étourdi, perd de vue son modèle et son tort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve soudain, tout seul, devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Et oui, André Berkoff, exceptionnel, Yves Montand qui récite donc ce fameux célèbre poème de Jacques Prévert sur Picasso. Cette année, eh bien, c'est le 50e anniversaire de sa mort, ce génie qui a bouleversé l'histoire de l'art, André. Bah, écoutez, franchement, tout ce qu'on peut dire sur Picasso, je vais dire comme ça en adjectif, sont toujours dépassés. Parce que c'est bien ça le problème. Picasso est espagnol, mais tout espagnol n'est pas Picasso. Flaubert, disait Sartre, est un petit bourgeois, mais tout petit bourgeois n'est pas Flaubert. Picasso, le génie. La personne qui à chaque fois qu'il trouve une forme, et puis passe à une autre forme. La personne qui, vraiment, on va en parler, bien sûr, avec notre invité, enfin, l'un des plus importants artistes du XXe siècle. Juste, je voudrais raconter une anecdote magnifique que je voulais raconter à Londres, mais c'est Charlie Chaplin qui vient à Paris et on demande à Charlie Chaplin, déjà aux États-Unis, qui avez-vous envie de rencontrer en France? Et il dit, écoutez, il y a deux personnes que j'ai envie de rencontrer et que j'admire, c'est Pablo Picasso et Jean-Paul Sartre. Et donc s'organise le dîner historique à Saint-Germain-des-Prés avec quelques personnes. Donc les gens sont là, Sartre est là, Picasso est là, ils ont dit oui. Charlie Chaplin arrive, regarde Picasso, regarde Sartre et sourit largement. Et il dit, tous petits, petit de taille Picasso, petit de taille Chaplin, petit de taille Sartre. Mais Picasso, évidemment, immortel. Et oui, immortel. Et il faut rappeler qu'André Malraux avait dit dans le XXe siècle, eh bien, il n'y a que Chaplin, De Gaulle et Picasso. Alors, comment Pablo Ruiz est devenu Picasso? Pourquoi l'accuse-t-on de misogynie et de violence envers ces femmes? Qu'en est-il? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec Laurence Madeline, historienne de l'art, une très grande spécialiste de Picasso qui publie donc un livre passionnant sur lui, Picasso, 8 femmes. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Vous êtes historienne de l'art, directrice des musées de Besançon et vous publiez aux éditions Azan Picasso, 8 femmes. Alors avant de parler de ces muses, parlons de Pablo Ruiz. Comment est-il devenu Picasso? Qui lui a transmis son goût pour le dessin et la peinture? Alors Picasso était le fils d'un peintre, professeur tout d'abord à l'école des beaux-arts de la ville de Malaga, où Picasso est né, et ensuite qui est allé enseigner à La Corogne, et finalement à Barcelone, Picasso suivant son père, Picasso suivant l'enseignement des différentes académies où son père était professeur, et Picasso dessinant dès qu'il a pu tenir un crayon, vraisemblablement encouragé, guidé par son père, et qui, du coup, acquiert très tôt un métier, une technique extrêmement solide qui lui permet d'acquérir, comme il n'a pas besoin, enfin, il arrive tout formé à l'âge où normalement on commence à s'exprimer, et il est un homme qui est
cette technique extraordinaire qu'il a acquise lui donne toute la liberté pour pouvoir créer. Pas de liberté sans technique. Exactement. Laurence. La technique, c'est vraiment le fondement et il doit cette technique à son père et aussi à l'enseignement académique parce qu'il a fréquenté les académies, il a fait de la copie de moulage, de la copie de tableaux et dès le début, il a eu à sa disposition un vocabulaire énorme de formes, d'œuvres et donc voilà, on ne peut pas comprendre l'extraordinaire parcours de Picasso sans avoir en tête cet apprentissage exactement exceptionnel. Ah oui, et dès l'âge de 13 ans, on peut dire qu'il peint quand même des tableaux remarquables, La fillette aux pieds nus et L'homme à la casquette. Comment vous les analysez, vous, ces tableaux? Bon, c'est pas du grand Picasso, me direz-vous, c'est clair, mais c'est quand même, à 13 ans, c'est quand même Alors, ça montre qu'à 13 ans... un certain génie. Alors, ouais. Moi, je dirais pas génie. Ça montre qu'à 13 ans, il maîtrise totalement les règles, la technique de la peinture à l'huile, qu'il a déjà un regard très franc par rapport au modèle. En même temps, l'originalité, c'est pas là qu'on la trouve, parce qu'il se situe dans une bonne norme naturaliste, réaliste. C'est académique, quand même, quelque part, Alors, on peut dire. Pas Alors, académique. entre guillemets, je veux oui, dire. alors, académique, oui, parce qu'il respecte les règles, de la fabrication. En même temps, il va chercher un modèle qui n'est pas un modèle exemplaire de beauté. C'est une gamine qui n'a pas de chaussures. Mais on n'est pas encore dans l'originalité. On est dans quelqu'un qui a toutes les clés en main. Après, il va falloir voir ce qu'il en fait. Il a déjà ce bagage énorme. Et oui, et très vite, il rêve de devenir un très grand artiste et il rêve surtout de Paris, Laurence Madeline. Alors, je ne sais pas si on peut dire rêve, mais en tous les cas, il sait que pour être un artiste de son époque, il faut qu'il aille à Paris, parce que Paris, c'est la capitale des arts, la capitale où il y a les salons, les expositions universelles, et où tous les artistes qui ont quelque chose à dire, ou alors qui veulent voir ce que les autres ont à dire, se rendent. Et donc Picasso suit le mouvement et se dirige vers Paris, parce que c'est là que ça se passe. Paris, hein. Alors, c'était le tourbillon de la belle époque, dirais-je, non? C'était un temps qui était, en même temps, effectivement, on peut dire que c'était le bon temps, sauf qu'il ne faut pas perdre quand même de vue qu'il y avait beaucoup de misère, que... bien sûr. Voilà. Moi, je parle pour les artistes et pour la création. Effectivement, c'était une période faste que Paris a tenu cette place jusque, on va dire, à la Première Guerre mondiale, et puis perdu définitivement à la Deuxième. C'est ça, perdu voilà. Jusqu'en 1939 quand même. Exactement, oui, voilà. c'était très très important et dans la jeunesse de Picasso, Paris, c'était aller à Paris parce que c'est là qu'on pouvait faire carrière. Et oui. Et ce qui est exceptionnel quand même, il faut le rappeler, c'est qu'à 19 ans, un de ses tableaux est retenu pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Oui, et sa première grande composition très conventionnelle, on va dire, avec la mort d'une jeune fille qui est sans doute un écho à la mort de sa sœur, et très académique dans le sens de l'académisme naturaliste. On est vraiment dans une peinture, dans une toile très très réaliste, assez sombre. Rien qui puisse dire c'est un futur très très grand artiste, mais suffisamment pour qu'on se dise bon, le gamin il sait peindre quoi. Oui, on le note, on le regarde, exactement, on l'invite. Absolument, exactement. Ouais. Et oui, c'est fascinant. Donc en 1903, il rêvait de Paris, on l'a dit, il s'installe à Montmartre. Et à cette époque, il y a beaucoup d'artistes catalans déjà qui se sont installés, qui vivent à Montmartre. Des artistes, mais aussi des anarchistes. Oui, Montmartre, c'est là que vont s'installer les artistes, parce que c'est là que les loyers sont les moins chers. Il faut quand même être un tout petit peu pragmatique. Et effectivement, les Catalans sont très imprégnés, très intéressés par l'anarchisme. Ça, c'est une particularité de Barcelone. Et Picasso a pour amis des anarchistes. Il est dans ce milieu qui
est plutôt anti-bourgeois et dans lequel il se trouve bien, mais dans lequel il mène son propre chemin, qui est de peindre, de travailler, d'absorber tout ce qui se passe dans la capitale et de créer quelque chose qui soit Picasso et rien d'autre. Oui. Alors quand il devient en quelque sorte un grand peintre, Picasso? Quand il dépasse cette technique, quand il dépasse ce côté un peu conventionnel, quand il arrive à être original, parce que les premières expositions, c'est ça qui est très remarquable, c'est que d'un côté, il expose, les critiques commentent. Il y a plein de jeunes artistes qui exposent, on ne dit pas un mot. Lui commente élogieusement, déjà, mais oui, en citant tous les artistes que Picasso citerait, c'est-à-dire Van Gogh, Toulouse-Lautrec, dont voilà, il s'est inspiré. Pissarro. Ouais. Donc en fait, on voit bien que c'est un artiste qui est remarquable, mais qui n'a rien d'original, qui s'inscrit dans une espèce de mouvance comme ça, qu'il a ingéré à toute vitesse. Et il ingère ça. Il avance, il réfléchit, et puis à partir de 1903-1904, il commence à faire des choses beaucoup plus singulières. Il va y avoir la période qu'on appelle la période bleue. J'ai beaucoup de mal avec la périodisation, mais il y a ces figures de personnes qui sont des personnes au banc, qui sont parmi les franges les plus miséreuses de la société, sur lesquelles il porte un regard très empathique et qui montre une espèce de douleur comme ça de l'humanité. Donc là, c'est une période sombre de son œuvre. Ouais. On commence à avoir quelque chose qui n'est pas ce que l'on voyait habituellement, même si on sent encore des influences, Émile Bernard par exemple. Et puis, ça va monter crescendo. Les grandes étapes, 1905, il arrête une première période, cette période-là avec les saltimbanques. Il sent que ça va, mais que c'est pas ça. Et puis 1906, il va à Gozoy, il retourne en Espagne, et alors là, il commence vraiment à casser les codes. Et puis il va tout faire exploser en 1907 avec les Demoiselles d'Avignon. Et oui. C'est ça, la déflagration, c'est les Demoiselles d'Avignon. Quand même. Oui. Enfin, entre autres. Les Demoiselles, c'est quoi? C'est les prémices du cubisme, c'est ça en quelque sorte? Alors pour moi, c'est amusant parce qu'il y a eu cette exposition au musée d'Orsay qui était bleue et rose et qui se terminait vers l'étoile qui était juste avant les Demoiselles d'Avignon, et puis Laurent Lebon avait dit ah ben oui, tu es comme tous les Picassiens, tu n'aimes Picasso qu'à partir des Demoiselles d'Avignon. Je me suis dit bah oui, parce que c'est là vraiment qu'on sent qu'il se passe quelque chose de très remuant, de très fort. Alors on n'est pas encore dans le cubisme, c'est dans un premier temps faire exploser tous les carcans, faire exploser tous les codes, faire cohabiter dans une même toile 5 femmes dont les factures n'ont rien à voir les unes avec les autres, et introduire une forme de sauvage, des sources complètement différentes, puisqu'on a parlé de l'art nègre. Alors après, tout ça est très compliqué, mais il n'y a plus rien qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Oui, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il faut rappeler pour les auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce qui fait que ce tableau à l'époque a choqué le public? Il n'a pas choqué. Il a dérangé quand même, non, certains. Pas du tout, parce qu'il n'a pas été montré, il n'a pas été exposé avant 1916. Le tableau est resté dans l'atelier. Oui, mais des Matisse, ses amis peintres à l'époque, ils l'ont condamné quand même, cette œuvre. Ils ont été tous un peu étonnés, certains se sont un peu inquiétés. Mais c'est un tableau qui a été très très peu vu. Il a été vu par quelques amis de Picasso qui pouvaient aller dans son atelier. C'est ça, braque. Mais ces amis-là n'étaient pas non plus des gens, c'était pas des premiers venus, c'était des gens qui avaient la capacité de voir ce qui se passait et de se dire peut-être que je comprends pas maintenant, mais en tous les cas, il se passe quelque chose. Mais le mouvement cubiste a quand même été controversé quand même. Oui, mais c'est autre chose, ça. Alors, c'est plus tard, le cubisme, Picasso va vraiment au bout d'une certaine démarche, mais dans un registre beaucoup plus calme, parce qu'il va vers le cubisme par le paysage. C'est ça, ouais. Donc il va à Horta de Ebro, encore une fois retour en Espagne. En Aragon, ouais. Il peint ce village, et là, effectivement, on peut parler de cubisme, parce que les maisons, les formes sont schématisées, sont réduite, selon d'ailleurs un vocabulaire qui vient de Cézanne. Mais c'est à partir de ce moment-là, il le dit, Gertrude Stein écrit, ben voilà, c'est là qu'est né le cubisme. Fernand Olivier, qui était la compagne de Picasso, écrit, voilà, c'est là qu'il y a le cubisme. Et quand il revient à Paris, qu'il montre, ben, tout le monde est très intéressé. Le cubisme naît
pas simplement de Picasso, mais de tous ces gens, de tous ces peintres qui se disent, ben voilà, là il y a une solution, là il y a une façon de réinventer la peinture, et il commence à y avoir des cubistes un peu partout, jusqu'à 1912, exposition cubiste, à laquelle Picasso ne participe pas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Juste un mot, on a beaucoup dit, les Demoiselles d'Avignon, c'était vraiment pensionnaire d'un bordel. Alors, c'est la légende urbaine, ça. Bah, écoutez, c'est vraisemblablement, oui, vraisemblablement. Non, ça pas, pouvait... non, je pense que. Pas. Oui, est-ce qu'on sait, moi je vous pose la question, est-ce qu'on sait précisément si c'est inspiré d'un bordel d'Avignon? Oui, je pense qu'effectivement. Non, pas d'Avignon, c'était la Cahiers d'Avignon, à Barcelone, où il y avait effectivement une maison close. Et pourquoi d'Avignon alors? Parce que Avignon, c'était la rue qui s'appelait la rue d'Avignon à Barcelone. Vous voyez, c'est intéressant ça. Et effectivement. Ah, c'est les Demoiselles d'Avignon. Exactement. Et Picasso avait le choix, il a hésité entre deux formules, soit faire un tableau de plein air, il n'aurait pas en plein air, mais en tous les cas une scène de moisson, soit faire une scène intérieure, donc intérieur, maison close, bordel, tout ce que vous voulez. Il va dans ce sens-là, parce que, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais j'ai des hypothèses comme ça, mais qui n'intéressent personne. Mais en tous les cas, il choisit non pas le paysage, il choisit de casser la peinture à l'intérieur d'un cadre qui est une maison où tout peut se passer, tout peut se produire. Et là, vraiment, il casse, c'est vrai que c'est une rupture. Oui, absolument. Et oui. Alors, la Première Guerre mondiale va, interrompre l'essor du cubisme. Braque et Picasso se séparent. Lui, pendant la guerre, donc effectivement, il peut pas aller au front parce qu'il est de nationalité donc espagnole. Il aurait pu, hein. Il aurait pu. Il a fait le choix de ne pas y aller. Oui, il aurait pu. Mais il n'a pas été appelé. Il aurait pu s'engager. Il y en a d'autres. Il y a plein d'étrangers qui se sont engagés. Parlons d'un petit maître du cubisme qui est très sympathique par ailleurs, qui était Marcoussi. Il était juif polonais qui s'est installé à Paris et puis qui s'est engagé. Insinuez-vous, chère Laurence Manning, qu'il était un peu planqué? Non, je n'insinue strictement rien parce que je pense que ma place n'est pas de porter un jugement. Ma place est simplement de dire, il y a des faits, rien n'est simple. Tout est toujours complexe. Il faut toujours apporter des nuances. Bien sûr. Moi, je crois que dans ce moment-là, et puis après, moi, j'oublie jamais que j'aurais le choix entre pas aller à la guerre et à la guerre. Je suis pas certaine que. On ne sait pas ce que chacun d'entre nous aurait fait. Exactement. Donc je préfère du coup être prudente, mais je pense que Picasso avait déjà dans la tête que entre pas peindre et peindre, il choisit. C'est clair. Et oui. Et d'autant que pendant la guerre, la vie continue pour Picasso. Il a notamment travaillé avec Daguiliev au ballet russe. Daguilev. Est-ce qu'on peut dire que Picasso, il avait quand même cette capacité extraordinaire, à s'approprier tout type d'art. Est-ce qu'on peut dire que c'était un touche-à-tout, Picasso, ou pas? Alors oui, touche à tout, parce que effectivement, il touche à tout, de toute façon, et tout ce qui touche, il le transforme. Oui, c'est effectivement, c'est quelqu'un, vous le mettez à table, il va dessiner la nappe en papier, il va transformer les capsules de bouteilles d'évian en grues, les serviettes en papier vont devenir les guidons de bicyclette. Voilà, en fait, tout, il peut s'approprier absolument tout et tout transformer. C'est un vorace, je ne sais pas, c'est une espèce de glouton, un chiffonnier, comme disait Cocteau. Il peut totalement... Et notamment, vous parliez de Diaghilev, et il a révolutionné il fait un premier ballet, et puis il révolutionne le décor de théâtre, et puis les costumes. Les costumes, c'est ça. Étonnez-moi. C'est ce que Diaghilev avait dit à Cocteau. Étonnez-moi, et Cocteau est allé chercher Picasso parce que là, il était sûr d'aller vers l'étonnement. Et toute sa vie, on peut dire qu'il a été un fin stratège, Picasso, notamment en 1932. Alors, moi, je pense qu'il était effectivement, ce qui fait partie en dehors de ce talent incroyable. C'est sa capacité. Il a toujours sa capacité à se sortir de toutes les situations, à comprendre quel est son intérêt. Mais quel est son intérêt en tant qu'artiste? On est en 1917, c'est la guerre, c'est la dépression, Paris c'est terrible, même si jamais Paris commence à renaître en 1917, qu'il recommence à y avoir une vie culturelle, et puis il est coincé là, on lui tend une corde,
paf, il comprend que la corde est solide, et puis en Tarzan, il prend la corde et voup, il fait un bond et il laisse tout le monde derrière. Et ça, il le fera pendant toute sa carrière. Et oui, Laurence Madeline, qui étaient les muses de Picasso, quel rôle ces femmes ont-elles joué dans sa vie et surtout dans son œuvre, dans sa carrière? Picasso, créateur, destructeur, qu'en est-il? On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Que Picasso, au fond, juste un mot, il était pauvre jusqu'à quand? Je veux dire pauvre. Je veux dire, il a peine. Je parle à Paris, je parle pas de l'Espagne. Il a été, je dirais, rapin, si on peut dire, non pas radin, mais rapin, jusqu'à à peu près quand? Quand il a commencé vraiment à très bien gagner sa vie, ou bien gagner sa vie? Je dirais 1905-1906. D'accord. Il commence à avoir il a ses premiers mécènes à partir de l'automne 1905, en la personne de Gertrude et Leo Stein, qui commence à lui acheter des tableaux. Ouais. S'ajoute à ça, à ces deux personnes ces deux figures très très importantes de l'histoire de l'art et de l'histoire de la littérature. S'ajoute à ça des mécènes comme Olivier Sincère, mais il a déjà, il vend le fonds de son atelier à Ambroise Vollard, qui est un des plus grands marchands sur la place de Paris. Il connaît là, il a des difficultés, c'est le démarrage, mais malgré tout, à 25 ans, il est tiré d'affaire. Enfin, rien n'empêche qu'il pourrait redégringoler. Mais à partir de 25 ans, il gagne de quoi vivre. Oui, il n'a pas, en fait, certains disent que quand il était au bateau Lavoir, il a crevé de faim. Pas vraiment. C'est pas. Oui, en fait, il y a eu. C'était un autre mode de vie. Ouais, c'était un autre. Tout le monde mangeait à crédit. En fait, les vies se faisaient à crédit et notamment la vie alimentaire. Il roulait pas sur l'or. Il vivait dans un atelier qui était à la limite du salubre, qui était même plutôt insalubre. Avec pas d'eau. On peut pas dire qu'il roulait sur l'or, mais les entrées d'argent, c'était très. En fait, je crois que la difficulté, j'imagine, c'est que c'était totalement aléatoire. À un moment, il y avait, il vendait quelque chose, il pouvait tenir, et puis après, c'était de la vache enragée jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau. Mais à partir de 1905-1906, les achats se faisaient de façon plus régulière. C'était pas des grandes périodes tout à coup. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Là, il savait vers qui se tourner. Exactement. Il y avait quand même une certaine assurance. Parce que effectivement, pendant sa vie de bohème, deux femmes notamment ont compté. Laurence Madeline pour lui, Germaine Pichot et Fernande Olivier. Qui étaient-elles? Commençons par Germaine. Alors Germaine, je ne pourrais pas garantir qu'elle a tellement compté dans la vie même de Picasso, mais elle compte parce que le meilleur ami de Picasso lors de cette aventure parisienne de 1900-1901 était Carlos Casagemas, qui est tombé fou d'amour de cette jeune personne qui s'appelait pas encore Germaine Pichot. Et puis, il a voulu la tuer, féminicide, raté, et il s'est suicidé. Et ça enclenche dans une espèce de fantasme de l'histoire de l'art une créature qui est maléfique, à savoir Germaine, femme fatale, allez hop, on y va. On l'a accusée de tous les maux. Toute la mythologie. Et puis Casagemas qui se suicide à cause d'elle, en oubliant que malgré tout, c'est lui qui a voulu la tuer et que elle s'en est sortie, mais que un peu plus, elle restait sur la table de restaurant. Ça a été une épreuve pour Picasso, le suicide de son ami. Oui, parce qu'en fait, il a été confronté. Il se sentait coupable en quelque sorte. Alors aussi, après, moi, je peux pas mesurer. Enfin, je vois pas de quoi Picasso pouvait se sentir coupable. Son ami était amoureux d'une jeune femme. Lui, il était à Malaga. C'est la peine d'amitié. Oui, c'est ça. Et en plus, mais c'est surtout un suicide qui vient réveiller d'autres suicides d'artistes, et notamment celui de Van Gogh, parce que tout le vocabulaire pour peindre Casagemas mort, c'est le vocabulaire esthétique, pictural de Van Gogh. Donc on est dans une espèce. Picasso projette sur Casagemas l'angoisse quand même de l'artiste qui va pas y arriver, qui a peut-être qui n'a peut-être pas la capacité, et ça n'est pas forcément lié à une culpabilité. Oui, c'est ça. Alors l'un des plus grands premiers amours de Picasso, c'est cette fameuse Fernande Olivier. C'était une très belle femme, une femme décorative, disait Gertrude Stein.
Oui, c'était une femme spectaculaire qui était modèle professionnelle, qui a arrêté de poser pour les artistes quand elle s'est mise en ménage, comme dirait Gertrude Stein, à la colle avec Picasso. Donc mais c'était une belle grande femme qui était une star de Montmartre. Le couple Picasso-Fernand Olivier, c'était un peu Beyoncé et Jay-Z. C'était vraiment un power couple à Montmartre. Ils ont contribué, on peut dire, à la légende de la butte. Absolument, ça, ils ont beaucoup, parce que lui, le peintre qu'on commençait à remarquer, on se disait, lui, il va aller loin, et puis elle, qui était la belle femme sur laquelle les regards se tournaient. Et oui, et à cette époque, André, justement, tous ces gens-là, que ce soit donc Picasso, Fernande, Max Jacob, il y avait aussi Apollinaire dans la bande à Picasso, tous fréquentaient le Lapin Agile, André, que vous connaissez très bien, ce fameux cabaret de Montmartre. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le Lapin Agile, je dis ça aux éditeurs Sud Radio, est toujours là, et si vous venez à Paris, si vous êtes parisien bien sûr, mais si vous venez à Paris, allez au Lapin Agile, qui est encore dans son jus, rue des Saules. Il faut y aller, il faut y aller. Oui. Voilà, Laurence Madeline. Et il y a un très beau. Impardonnable si vous n'allez pas. Non, parce que pourquoi je dis ça? Il y a un très beau Christ en bois. Et puis, il y a la copie du tableau peinture, de Picasso, vous savez, en Arlequin, le fameux Arlequin, qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Je l'ai retrouvé d'ailleurs parce qu'il y a toujours la copie. Et derrière, il y a Fredo, Fredo, le propriétaire de l'époque, l'ancien propriétaire du Lapin. Et la fameuse femme qui figure sur ce tableau, c'est la fameuse Germaine. Dont on parlait, effectivement. Et ben voilà. Alors, continuons sur Est-ce que Picasso. Quand même une anecdote, André Berkoff. Vous avez connu Picasso, racontez-nous. J'ai connu Picasso. Disons que j'ai un soir de réveillon de Noël. Voilà. Et je vous dis, j'ai simplement, parce que Laurence Madeline a beaucoup de choses à dire, je dirais simplement une chose qui m'avait frappé, à part c'est son regard. C'est-à-dire qu'à 92 ans, il avait encore un regard d'une flamme, d'une vivacité absolument étonnante chez ce petit homme comme ça, un peu rablé. C'était vraiment étonnant. Eh oui. Alors après sa vie de bohème, Laurence Madeline, c'est une vie mondaine qu'il va mener avec la fameuse Olga Koklova. C'était donc sa première épouse. Il voulait en quelque sorte sortir, on peut dire, de son univers de modeste catalan, fréquenter la haute bourgeoisie, l'aristocratie décomplexée. Il l'a voulu, il l'a cherché en quelque sorte ou pas? Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la guerre est passée par là, toutes les cartes ont été rebattues, et ce qui reste comme aristocratie est aussi, pour les plus modernes et les plus avant-gardistes d'entre eux, très fascinés par cette figure de Picasso. Donc il y a une curiosité. Je ne crois pas que Picasso soit tellement curieux de la vie mondaine. Il accepte ça parce que il se trouve avec des gens qui sont très intéressants, qui s'intéressent à son travail, qui lui achètent des œuvres, et il est dans ce milieu des ballets. Alors là, pour le coup, le milieu des ballets russes est un milieu très mondain, et Picasso a adoré le milieu des ballets. C'est pas forcément qu'il a aimé la mondanité, mais ce qui est certain, c'est qu'il a adoré les danseurs, cette atmosphère des ballets, et la période mondaine de Picasso, moi j'y mettrais aussi beaucoup de prudence, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a de l'argent, qui peut s'offrir un appartement dans un très beau quartier, lequel quartier lui évite d'être dans les guéguerres de Montmartre ou dans les guéguerres de Montparnasse. Lui, il est retiré rue la Boétie, au milieu des galeristes. Champs-Élysées, quoi. Voilà, sur les Champs-Élysées. Il a un appartement, et il participe effectivement, mais si on regarde de très près, la vie mondaine de Picasso, c'est rencontrer qui? Ses mécènes, ses marchands, ses collectionneurs. Ses maîtresses aussi dans le milieu mondain. Moi, j'attends. Vraisemblablement, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de preuves. Je veux dire que je ne peux pas simplement dire il y en avait 10, il y en avait 100. Moi, je suis une personne qui aime les archives, qui aime les preuves, qui aime. Je ne vais pas dire après on est dans le fantasme. Moi, il y a beaucoup de mythes autour de lui. C'est la réincarnation de Sherlock Holmes. Alors justement, élémentaire. Exactement. Alors parlons justement de Picasso, ses femmes et ses maîtresses.
Il les a choisies toutes très différentes tout au long de sa vie, que ce soit Françoise Gillot, l'intellectuelle, indépendante, Marie-Thérèse Walter, la soumise, plutôt dépendante, non? Dites, quel est votre avis? Dites-moi. Moi, je ne peux pas réduire une femme à dire, voilà, Marie-Thérèse Walter, la soumise. Non, c'est pas parce qu'il l'a peinte plutôt endormie qu'elle était soumise ou qu'elle était... il l'a connue, elle était très jeune, lui était plutôt plus âgé, il avait beaucoup d'argent, il avait vraiment, il était que reconnu de tout Paris, et donc elle était subjuguée, sous emprise, dominée par un homme qui par ailleurs a vraisemblablement été aussi plutôt gentil avec elle, attentionné, et ce qui est extraordinaire quand on regarde cette vie de Picasso, c'est qu'il tombait amoureux. Il était vraiment, on avait l'impression que chaque fois qu'il était fou d'amour. Et puis bon... il l'était peut-être. Mais exactement. Ouais. Enfin, il y avait une espèce d'emballement. Et avec Marie-Thérèse Walter, à chacune d'elles, on ne peut pas dire que... il y a eu des véritables histoires d'amour. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, Laurence Madeline, juste qu'il était dans ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour? Ou pas? Alors, il était en fait avec ce qu'on sait, là je parle de il était surtout un homme de son temps, un homme du 19e, Picasso. Hein. Alors, polyamour, je dirais plus ça de Marcel Duchamp. Parce que polyamour pourrait sous-entendre, selon moi, que tout le monde était d'accord sur la question. C'est-à-dire, je suis avec toi, ok, je t'aime, tout ça, mais je me réserve. Je suis pas certaine que les compagnes de Picasso étaient vraiment totalement d'accord pour que il ait d'autres compagnes. Mais lui, de son point de vue. Lui, de son point de vue, là encore, vous allez me rappeler que je suis un Sherlock Holmes. Moi, je ne suis pas dans la tête de Picasso. Je suis pas dans la tête de ses femmes. Je veux dire qu'il avait plusieurs amours à la fois. Il pouvait, à un moment, effectivement. Alors, oui, il en a eu. Reprenons, il y a eu une période de sa vie là où c'est très clairement documenté entre 1927, il est marié, il a une maîtresse. 1936, il a toujours cette maîtresse et il rencontre Dora Maar. Donc on en est à 3. Et puis ensuite, il arrive à se séparer de sa femme. Donc on n'a plus que 2 maîtresses. Mais sauf que là, il y en a une 3e qui arrive, qui est Françoise Gillot. Voilà, il y a un moment. Et puis qu'entre-temps, il y a eu aussi Alice Palaine. Et donc à un moment, on est à 4 en même temps. Voilà. Alors, on l'accuse, on accuse Picasso d'avoir été violent avec toutes ces femmes, de les avoir humiliées, haïes au point de les enfermer. Certaines féministes disent Picasso misogyne, violeur. Qu'en est-il, Laurence Madeline? Quel est votre avis? Alors, je ne vais pas avoir un avis complètement définitif. Pour moi, la position, c'est vraiment de réfléchir à toutes ces postures et de ne pas aller dans la mythologie. Parce que faire de Picasso un destructeur, c'est une autre mythologie qu'on rajoute. Et je ne veux pas non plus qu'on se dise, voilà, ces femmes, c'était rien, c'était des victimes, et ce n'était que des victimes. Ce sont des femmes qui ont été proches de Picasso, et une fois que Picasso est allé, ils se sont séparés, Fernande Olivier, n'oublions pas, c'est elle qui a quitté Picasso. Elle est partie. Eva Gouel... Elle s'ennuyait, dit-elle. Elle s'ennuyait, exactement. Et Marie-Thérèse Walter dit la même chose, qu'elle s'ennuyait. Sauf que Marie-Thérèse Walter ne pouvait pas partir. Dépendance financière. Elle dépendait totalement de Picasso. Eva Gouel est morte. C'est comme ça, fin de la partie. Françoise Gillot est partie. Dora Maar, il l'a abandonnée, il l'a laissée de façon pas très élégante. Elle a mal fini, la pauvre. Non, en dépression totale à Sainte-Anne. Mais oui, mais c'est ça. Mais non, je peux pas. C'est pas ça. On peut pas simplement dire elle a non, c'est une femme. Mais on raconte qu'il la battait, qu'il l'humiliait quotidiennement. Qu'en dites-vous, vous? Alors, moi, je dis que Dora Maar a été dans une situation qui était une situation difficile parce qu'il avait une épouse officielle, il avait une maîtresse, elle connaissait l'existence de la maîtresse, donc c'était une douleur au quotidien. Elle avait pour autant le rôle d'être Madame Picasso, elle était reconnue dans tous les milieux intellectuels parisiens comme la compagne de Picasso, elle était très proche de lui, elle a vraiment beaucoup aidé Picasso dans la création de Guernica. Oui, c'est ça. Ils se sont séparés, ça a été une période douloureuse pour elle, d'autant qu'elle venait de perdre sa mère. C'est vraiment un moment très très compliqué. Elle a eu
elle a eu un passage qui n'était pas forcément à Sainte-Anne, mais elle est allée en maison de repos. Et puis elle a fait une vie de femme indépendante. Et ça n'est pas parce qu'une femme est indépendante, ce n'est pas parce qu'une femme ne se remarie pas qu'elle a une vie de dépression jusqu'à sa mort. C'était une femme qui était pudique, et quand elle sortait, on l'interrogeait que sur une chose. Alors, Picasso, voilà, il y a un moment où... Ah oui, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà, il y a un moment où, vraisemblablement, ça va. Ok, mais Françoise Gillot, l'une des dernières compagnes de Picasso, elle aussi, elle s'est exprimée sur sa souffrance, sur la tyrannie Picasso. Elle en a parlé dans un livre, dans plusieurs interviews quand même. C'est pas un mythe. Alors, d'abord, Dora ne s'est pas exprimée. Elle a dit que très peu de choses sur Picasso, vraiment très très peu. Françoise Gillot, oui, elle s'est exprimée et elle a raconté des scènes qui étaient effectivement très 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 violentes, très difficiles, assez insoutenables pour certaines d'entre elles, moi j'ai pas de raison de remettre en cause la parole de Françoise Gillot. Simplement, je les replace aussi dans un contexte qui est un contexte où il se retrouve avec une jeune femme qui a toutes les armes de ce qui va commencer à devenir la libération de la femme. Il est avec une femme qui a 30 ans de moins que lui, et puis là, les manières du monsieur macho du 19e siècle espagnol, ça ne passe plus, c'est terminé. Et oui, c'est ça. On est dans une autre époque et avec une sensibilité, une attention aux préoccupations des femmes qui commencent. On est vraiment dans une grande vague féministe, notamment aux États-Unis. Et oui, effectivement, faut le rappeler, Picasso, c'est un homme du 19e siècle. Et effectivement aussi, vous le rappelez dans votre livre, certaines de ses compagnes avaient déjà subi la violence masculine ou familiale avant de le rencontrer. On va continuer de parler de Picasso dans un instant sur Sud Radio. Aujourd'hui, pourquoi suscite-t-il toujours autant d'admiration? A-t-il une influence sur les artistes contemporains? On vous dit tout dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. En 2023, 50 expositions sont prévues un peu partout dans le monde pour le 50e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qui fait qu'il suscite toujours autant d'admiration, Laurence Madeline? C'est une question difficile, parce que parce que c'est un très grand artiste. Il a vraiment créé des formes extrêmement riches, extrêmement complexes, et qui continue à... Moi, le mot qui me vient, c'est qu'il m'épate. Je parle de mon expérience, c'est-à-dire, il m'épate. Vous avez écrit ce livre parce qu'il vous épate. J'ai pas écrit que ce livre-là parce qu'il m'épate, mais non, c'est pas. Oui, c'est d'autres livres que j'aurais écrits parce qu'ils m'épatent. Mais effectivement, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il peut des fois m'agacer parce que je ne le trouve pas. Je trouve que c'est pas forcément un personnage très très sympathique. Mais et puis c'est pas toujours très facile de travailler sur Picasso. Mais quand je vais voir une œuvre de Picasso, pourquoi c'est pas facile de travailler sur Picasso? Non, c'est parce que c'est très dur. Vous imaginez la bibliographie, quand vous voulez dire une phrase sur Picasso, vous devez vérifier 40 livres. Il y a tellement de choses qui ont été écrites sur Picasso, c'est qu'avant d'avoir une idée un peu nouvelle, et c'est pas simplement pour avoir une idée un peu nouvelle, mais se dire, ok, on a Picasso, et on fait quoi avec... Je dis pas... Voilà, et c'est 40, au minimum 40 livres. Moi, je jongle, quand j'écris une phrase, je jongle avec 30 bouquins. Tout le monde me dit, tu pourras emmener ton travail en vacances. Non, je peux pas, parce que si j'amène mon travail en vacances, c'est un wagon. Donc, en fait, c'est là que c'est très difficile de travailler sur Picasso. Ça, c'est une des grandes pierres occultes de Picasso aussi. En quoi aujourd'hui il influe ou pas les artistes contemporains? Alors, je pense que, en tous les cas, j'avais posé cette question à certains artistes que j'ai eu le plaisir, avec lesquels j'ai eu le plaisir de discuter. Je pense que là où ils vont chercher Picasso, ça va être sur la façon dont il a mené sa carrière.
brillantissime, une carrière mais vraiment exemplaire. Et puis aussi tout ce côté que l'on ne connaît pas forcément très très bien, c'est-à-dire le côté, vous en avez parlé tout à l'heure, le côté bricoleur, le côté à côté, cette capacité à s'intéresser absolument à tout et d'avoir aucune barrière dans ah oui, ça c'est low art, high art. Ils s'en fichent complètement, ils ramassent tout. Et là, je viens de terminer un article où je rappelle qu'ils regardaient la télévision et que ce qui passait à la télé, c'était immédiatement absorbé, c'était recyclé et c'était transformé. Extraordinaire éponge. Oui. André Berkoff, haute commémoration importante qui a lieu ce mois-ci, c'est le centenaire de la mort de la plus célèbre tragédienne française, Sarah Bernard. Et oui, là c'est pas 50 ce dimanche. Ans, c'est 100 ans. Ouais. Et il va y avoir toute une série effectivement de manifestations passionnantes. Sarah Bernard, première star mondiale, icône effectivement, elle est extraordinaire. Enfin, je veux dire, alors je ne sais pas, on l'a pas connue comme actrice, on l'a pas vue bien sûr. Oui, elle a été adulée pour son art et ses extravagances surtout. Absolument. André Berkoff. Vous savez qu'elle avait une jambe en bois. Elle a été amputée à l'âge de 70 ans, la pauvre. Quand elle arrivait sur scène, c'est elle qui donnait les 3 coups. Non, mais elle a été séductrice, elle a été femme fatale, elle a été patriote, il faut rappeler, guerre de 1870. Et le Petit Palais de Paris, je crois, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end Et oui, en fait, le Petit Palais de Paris va lui rendre hommage à partir du 14 avril à travers une très grande exposition. Non, mais cette semaine, effectivement, il y a et ce week-end à Paris, plein d'événements, 6 conférences sur elle au musée Jean-Jacques Henner, un dîner d'époque à la brasserie Le Sarah Bernard, donc à Paris, au et Châtelet, un concert, place du Châtelet. Exactement, place du Châtelet, et un concert à l'église Saint-François, de Sales pour donc célébrer ce fameux centenaire. Et pour réserver, chers auditeurs, si vous êtes à Paris ce week-end, eh bien rendez-vous sur le site 2023 Sarah dans tous ses états.fr, tout en minuscule, André. Alors Sarah, voilà. Alors justement, parce que vous vous rappelez, Laurence Ameline, vous êtes la nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts et du Temps de Besançon. Dis donc, les Beaux-Arts et le Temps, vaste programme. Énorme programme, oui. Alors vous allez y faire quoi ? Écoutez, je vais d'abord y arriver. Voilà, ça c'est le programme pour la semaine prochaine. Et puis, j'espère pouvoir mettre en valeur des collections qui sont exceptionnelles. Et puis, effectivement, jongler entre quelque chose qui est l'ordre du très matériel, la montre, le tableau, et puis, autrement, tout cet immatériel qui est le temps qui passe, la mémoire, la subjectivité, etc. Et donc, beau programme à l'horizon. Donc, vous allez être comme Picasso, vous allez être une touche à tout. Je crois que je suis déjà un peu une touche à tout, mais c'est pour ça que je me réjouis d'aller à Besançon, c'est pour pouvoir officiellement toucher à tout. Eh oui, très belle ville, Besançon, André Berkoff. Laurence Ameline, Madeleine, pardon. Merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Picasso, 8 femmes, est édité donc aux éditions Azan. Pour comprendre qui était ce génie, eh bien, chers auditeurs, lisez ce livre et allez voir surtout les expositions, si vous êtes à Paris prochainement, plusieurs expositions lui sont consacrées au musée Picasso et au musée de l'Homme. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.